Officiel, la France annonce la création d'un commandement militaire pour l'Afrique chargé de maintenir la projection militaire française sur le continent. C'est le général Pascal Iyani qui sera le chef de commandement pour l'Afrique. Ce commandement s'appuiera sur quelques centaines de soldats français basés au Sénégal, au Gabon et au Tchad. La France souhaite maintenir une place en Afrique malgré son retrait du Sahel après d'immenses manifestations anti-françaises et la concrétisation d'une alliance des États du Sahel qui a choisi de nouveaux partenaires internationaux tels la Russie et la Chine. Macron, en difficulté, tente de renouer des liens avec plusieurs leaders africains alors que l'armée française ne cache pas son désir de revenir en Afrique pour retrouver sa position historique. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Pour ceux qui en doutaient encore, voici le général Lecointre à Cotonou, accueilli par le président béninois Patrice Talon. La France cherche véritablement à revenir en Afrique après son échec au Sahel, même par la force. Je vous laisse écouter cette analyse du professeur Franklin Niamsi. L'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soit transformé en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des... Transformer l'ensemble Port-Boué, port autonome, aéroport d'Abidjan, région de Lomo Nord, en camp multinational de mise en condition des contingents. C'est-à-dire que des armées françaises, européennes, occidentales, qui ne seront pas habillées en uniforme visiblement de leur pays, vont venir dans cet espace-là, sous la coordination de GEOS, préparer des opérations militaires en Afrique. Mais des opérations militaires incognito, qui ne seront pas sous le drapeau de quelqu'un. C'est ce qu'il appelle l'immatériel, la discrétion. Allez-y, mon général, c'est bien cette audition-là. Opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Okay. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? Alors, c'est très important, l'expression « baisser la visibilité ». Il s'agit de troupes, introduire des armées invisibles en Afrique, en utilisant les entreprises comme étant des voiles, des masques, pour que des armées étrangères demeurent présentes en Afrique, après qu'on ait fermé leur base militaire. C'est ça le projet du général Didier Castres. Nous le félicitons pour avoir le courage avoir eu le courage de révéler cela. L'Afrique est au courant. Continuez. Et oui, c'est encore beaucoup plus grave que cela. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo où ils présentent leur plan à l'Assemblée nationale, je vous la laisse ici. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président de GEOS et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque j'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société
qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est qu'évidemment, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique.
N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et à partager au maximum cette vidéo. À très bientôt.